Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format que vous avez beaucoup apprécié la dernière fois, dans lequel je traite plusieurs histoires différentes. Pour cette fois, on va se concentrer sur les disparitions tellement étranges qu'à chaque fois, la piste qui fait le plus parler est celle de l'enlèvement extraterrestre. Vous allez voir, encore une fois, les histoires sont très variées. Il y a parfois des témoins, parfois des mots étranges laissés par les victimes, parfois des détections d'objets non identifiés sur les radars, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, il y a un point commun, la disparition reste inexpliquée. Je vous fais pas patienter plus longtemps et je commence directement par la première histoire. Vous allez voir, elle est très courte, mais au moins, elle nous met directement dans l'ambiance de la vidéo. Nous sommes en 1950, Frederick McDonald, un jeune américain, travaille dans une ferme de l'Oregon, histoire de se faire un peu d'argent. Nous sommes en plein été, et comme chaque jour, Frédéric se trouve dans l'un des champs situés autour de la ferme. Au même moment, des voisins aperçoivent un objet volant non identifié planer au-dessus de la région. Tout le monde ne semble pas réellement d'accord sur ce qu'il a vu. Certains parlent d'une lumière brillante, d'autres parlent d'une forme étrange et métallique, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tout le monde s'accorde sur le fait de dire qu'ils ont vu quelque chose de bizarre passer dans le ciel ce jour-là. Cette information est déjà intrigante, mais celle qui suit l'est encore plus. Après cette apparition, Frederick McDonald, le jeune fermier donc, a tout simplement disparu. Évidemment, ses collègues de travail et sa famille lancent des recherches pour le retrouver, mais sans succès. Les autorités locales se joignent également aux recherches, mais là encore, on ne retrouve aucune trace. Plusieurs hypothèses sont envisagées, on parle d'une disparition volontaire ou encore d'un possible accident, mais aucun élément ne permet de valider l'une de ces pistes. Ce qui est sûr, c'est que Frederick McDonald n'a jamais été retrouvé et qu'à ce jour, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé ce jour-là. Et c'est malheureusement les seules informations qu'on a sur cette histoire. Comme je vous le disais, elle est très courte, les prochaines sont plus longues parce qu'il y a plus de détails, mais au moins avec cette histoire maintenant, vous savez à quoi vous attendre pour le reste de la vidéo. Et du coup, c'est le moment de passer à la seconde histoire. Nous sommes en 1980, en Colombie-Britannique, la province la plus à l'ouest du Canada. Depuis quelques années déjà, Granger Taylor, un ingénieur mécanique, se passionne pour les extraterrestres. Il en parle à tout bout de champ, il fait des rêves dans lesquels ils viennent l'enlever, et il a même mis à profit ses compétences pour construire son propre vaisseau extraterrestre, grandeur nature. Sauf qu'avec le temps, sa passion est devenue une obsession. Granger affirme être en contact régulier avec des extraterrestres et il raconte même qu'ils l'ont invité à faire un voyage avec eux puisqu'ils ont reconnu son talent de mécanicien et qu'ils ont envie de partager leur savoir technologique avec lui. Rien que ça. Et cette invitation, on dirait bien qu'elle arrive plus tôt que prévu. Le 29 novembre 1980, Granger quitte son domicile en laissant un mot à sa mère et son beau-père, puis il prend son véhicule en direction du restaurant Bob's Grill. Il dîne tranquillement puis se remet en route, mais personne ne saura jamais vers où, puisque c'est la dernière fois qu'il a été vu. Après sa disparition, sa mère et son beau-père tombent sur le mot qu'il leur a laissé, sur lequel il est écrit « Maman, papa, je suis monté à bord d'un vaisseau extraterrestre afin d'explorer le vaste univers au cours d'un voyage interstellaire de 42 mois. Ensuite, je reviendrai. Je vous laisse tous mes biens, car je n'en aurai plus besoin. Veuillez utiliser les instructions laissées dans mon testament pour vous aider. Bien à vous, Granger. » Même si le contenu de la lettre est déjà assez étrange, il y a d'autres éléments qui le sont encore plus. Au dos de la lettre, on retrouve ce fameux testament qu'il évoque. Premier élément étrange, on retrouve le mot décès qui a été rayé puis remplacé par le mot départ. Et autre élément, on retrouve le croquis d'une sorte de carte qui représente Waterloo Mountain sans qu'on puisse faire le lien avec les mots de Granger. Évidemment, des recherches sont lancées suite à la découverte de cette lettre, mais les années passent et on ne retrouve pas sa trace. Et 42 mois plus tard, soit le temps du prétendu voyage, Granger n'est toujours pas de retour. C'est seulement 6 ans plus tard qu'on obtient enfin une piste. Le véhicule dans lequel il est parti le 29 novembre 1980 est retrouvé dans une forêt. Enfin, on parle plutôt des restes du véhicule puisqu'il semble avoir subi une explosion à la dynamite. Et ce n'est pas la seule chose qu'on retrouve puisqu'au même endroit, on tombe également sur des bouts d'ossements humains. Le problème, c'est que les bouts sont tellement petits qu'ils ne permettent pas d'identifier la personne à qui ils appartiennent. Évidemment, beaucoup supposent qu'il s'agit des restes de Granger Taylor, mais rien ne permet de l'affirmer. Alors a-t-il été enlevé par des extraterrestres ou a-t-il péri dans cette explosion? Nous n'aurons pas de réponse officielle puisqu'à ce jour l'enquête est toujours non résolue et c'est le moment pour nous de passer à la troisième histoire. Nous sommes le 6 juin 1980, Zygmunt Adamski, un homme de 56 ans qui travaille dans les mines du Yorkshire en Angleterre, sort de chez lui pour aller faire ses courses. Sauf que les heures passent et personne ne le voit revenir. Plus inquiétant, il est censé se rendre à un mariage de famille le lendemain et il ne s'y présente pas, et son comportement continue d'être inquiétant puisque dans les jours qui suivent, il ne se présente pas non plus au travail. Mais le 11 juin 1980, soit 5 jours après sa disparition, une découverte vient mettre fin au questionnement de son entourage. Son cadavre est retrouvé à environ 30 km de chez lui sur un tas de charbon d'une mine de Todmorden.
Et si je parle de son cas dans cette vidéo, c'est évidemment parce qu'il y a des éléments étranges autour de sa mort. Premièrement, sur la scène de crime. On ne retrouve aucune empreinte de pas sur le charbon aux alentours et il n'y a aucune trace de lutte. On ne retrouve d'ailleurs pas non plus de charbon sur le cadavre de la victime ni sur ses vêtements, c'est un peu comme si le corps avait été pris et posé délicatement sur le tas de charbon par on ne sait quel moyen. Et d'ailleurs, si on s'intéresse de plus près au corps, là aussi on remarque des choses étranges. L'homme n'a plus tous ses vêtements, il porte la veste et le pantalon de costume qu'il avait le jour où il a disparu, mais sa chemise n'est plus là, et d'ailleurs son portefeuille et sa montre sont également absents. Autre point, bien que Sigmund ait disparu depuis 5 jours, il porte une barbe d'1 jour, un peu comme s'il avait pris le temps de se raser ou que quelqu'un l'avait fait à sa place. Mais l'élément le plus étrange sur son corps, ce sont ses blessures. Le médecin légiste remarque des brûlures assez étranges au niveau de sa tête, ses épaules et son cou. Et lorsqu'il commence à les examiner, il remarque une substance assez étrange, comme une sorte de pommade. Évidemment, il envoie tout ça en analyse, mais personne n'arrive à identifier cette pommade. Les policiers décident donc de faire le tour des hôpitaux de la région pour voir si l'un d'eux n'aurait pas accueilli une personne avec des brûlures étranges ces derniers jours, pour essayer de comprendre où est-ce qu'il était et quelle est cette fameuse substance qui a permis de le guérir. Sauf qu'évidemment, cette piste ne donne rien. De son côté, le médecin légiste continue son travail pour essayer de comprendre les causes du décès, mais malgré ses recherches approfondies, il ne trouve aucun élément. Il n'a pas reçu de coups violents, il n'est pas déshydraté, son estomac est plein donc il n'est pas mort de faim, il a beau chercher, il ne comprend pas ce qui a pu causer la mort de Sigmund. Tout ça reste un mystère, d'autant plus que le policier en charge de l'enquête affirme avoir vu des ovnis dans la région peu après la découverte du corps. Alors s'agit-il d'un coup des extraterrestres? C'est en tout cas ce que pensent beaucoup de personnes de la région, mais nous de notre côté on va s'arrêter là et on va passer à la 4e enquête. Nous sommes le soir du 23 novembre 1953. Un objet volant non identifié vient d'être détecté par les radars de l'US Air Force alors qu'il vient de passer à plus de 800 km/h au-dessus du lac supérieur dans le Michigan. Félix Moncla, un aviateur de l'US Force, et Robert Wilson, son radariste, sont envoyés pour essayer d'interpeller et d'identifier cet ovni. Les deux hommes décollent et survolent donc le lac pour essayer de rattraper cet objet qui a été détecté à plus de 7000 km d'altitude. Les agents restés au sol observent cette course-poursuite grâce à leur radar. Ils voient que les deux avions se rapprochent et lorsque le point qui représente l'avion de leur collègue arrive au niveau de l'autre point sur leur écran de contrôle, les deux points disparaissent complètement. Évidemment, des recherches sont immédiatement lancées. Le lac supérieur est fouillé pour essayer de retrouver l'avion, des débris ou même le corps des deux pilotes. Des avions de l'US Air Force sont envoyés ainsi que des bateaux des gardes-côtes, mais malgré les grands moyens déployés, on ne retrouve aucune trace. Très vite, de nombreuses théories voient le jour. On est en pleine guerre froide, donc les États-Unis soupçonnent évidemment la Russie. Le Canada est également accusé, mais comme on ne retrouve aucun débris, cette histoire laisse tout le monde perplexe et la piste extraterrestre revient régulièrement. Alors sur cette histoire, il y a quand même eu un petit rebondissement en 2006. Un groupe de plongeurs du Michigan affirme qu'ils sont tombés sur l'avion et qu'à côté il y avait même un objet métallique en forme de larme. Et pour montrer ce qu'ils ont trouvé, ils ont ouvert un site internet avec toutes les informations. Sauf que premier problème, ils postent la photo du supposé avion retrouvé, mais celui-ci est totalement intact. Ça paraît déjà assez gros après tant d'années passées sous l'eau, mais c'est pas le seul élément qui pose problème dans leur discours. L'autre problème, c'est que lorsqu'on va leur demander la localisation exacte de l'avion, personne ne peut la donner. Lorsqu'on va leur demander le matériel qu'ils ont utilisé pour plonger, personne ne peut le citer non plus. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'incohérences qui laissent penser que cette histoire est inventée. Donc le mystère reste total, on ne saura probablement jamais ce qui s'est passé ce jour-là, et c'est le moment pour nous de passer à la dernière enquête. Nous sommes le 5 novembre 1975, Travis Walton, un bûcheron d'une forêt nationale en Arizona, rentre chez lui accompagné de ses collègues après une journée de travail. Alors qu'ils sont sur la route, ils aperçoivent un objet lumineux de forme ovale passer dans le ciel, pas très loin d'eux. Plutôt curieux, Travis décide de descendre du camion et d'aller voir cet objet lumineux. C'est à ce moment-là que ses collègues ont vu une lumière bleutée sortir de l'objet et aller toucher Travis, qui s'est instantanément écroulé au sol. Devant cette scène, ses collègues décident non pas de l'aider, mais de fuir et de l'abandonner. Quelques heures plus tard, une fois leur courage retrouvé, on va dire, ils décident quand même de retourner sur place pour voir si leur collègue va bien. Sauf qu'arrivés là-bas, ils se rendent compte que Travis et cet objet lumineux ont mystérieusement disparu. Ils décident d'alerter les autorités et une recherche intensive est lancée pour tenter de le retrouver. Les premiers jours ne donnent pas grand-chose, mais au bout du 5e jour, Travis réapparaît. Il se trouve à côté d'une cabine téléphonique, il est complètement désorienté et en état de choc, et en plus de ça, il est très amaigri et totalement déshydraté. Évidemment, tout le monde lui demande ce qu'il s'est passé, et il répond qu'il a tout simplement été enlevé par des extraterrestres. Il explique que pendant 5 jours, il s'est retrouvé dans un vaisseau entouré de créatures extraterrestres qui lui ont posé plein de questions sur notre planète. Il explique également qu'il a refusé de répondre aux questions et que du coup les créatures lui ont fait inhaler un espèce de gaz qui lui a fait perdre connaissance et qu'il vient simplement de se réveiller à l'endroit où on vient de le retrouver.
L'histoire paraît assez grosse, donc toute la petite bande a été passée au détecteur de mensonges, mais que ça soit pour ses collègues ou pour lui, le détecteur n'a révélé aucune anomalie. Bien sûr, il y a également eu une enquête sur cet incident au-delà de la piste extraterrestre. Les collègues de Travis vont être accusés de l'avoir drogué pour essayer de le tuer, mais on ne retrouve aucun élément qui ne va dans ce sens. Et on accuse également Travis d'avoir inventé toute cette histoire pour faire parler de lui, mais là encore, on n'a pas vraiment de preuves. Et vous l'aurez compris, une fois encore, nous n'aurons pas plus de réponses sur cette histoire. Par contre, si vous voulez plus de détails sur cette histoire, je vous invite à lire le livre The Walton Experience écrit par Walton lui-même, ou sinon, vous pouvez regarder le film Fire in the Sky. Moi en tout cas je m'arrête ici pour cette histoire et c'est donc la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit j'aime ou à vous abonner à ma chaîne, c'est super important pour me soutenir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine enquête. Ciao ciao!